Lorsqu'il tenta de parler, sa voix était celle d'un enfant, et non celle de l'adulte déprimé et surmené qu'il était censé être, et c'est alors qu'il réalisa l'étrangeté de la situation. Il remarqua ses petits bras, espérant que ce soit la seule chose qui ait rapetissé, et il trébucha même en se levant. Mais il réussit malgré tout à gagner la fenêtre, confirmant l'existence d'un monde fantastique qui le laissait bouche bée. Je ne crois pas que vous ayez les installations nécessaires, mon grand. Il vit bientôt son reflet dans un miroir et fut étonné, tandis que sa nourrice se demandait si la foudre ne lui avait pas affecté le cerveau. Il demanda ensuite qui était Pharma, et elle affirma que son nom était Pharma de Médicis. Il se demanda pourquoi son nom ressemblait à celui d'un pharmacien du coin et réalisa aussi qu'il devait être mort d'épuisement. Voyant son air désemparé, elle décida de se représenter Charlotte, ou Lo, car c'était son préférence. Il demanda alors qu'on lui enlève ses bandages, alors elle s'empressa de faire les préparatifs. À sa grande surprise, ces derniers écrits étaient toujours sur son bras, et pour une raison inconnue, ils disparurent lorsqu'il les frotta. Sérieusement, quel était le but? En nettoyant son corps, Lo remarqua une marque sur son bras, et elle parut émerveillée en révélant que c'était la marque sacrée du panique Théo. Il essaya d'expliquer que cela s'était formé grâce à la foudre, mais elle se mit à prier et à remercier Panique Théo. Il pensa qu'elle faisait référence au dieu de chaos et peur, mais elle a paniqué en lui disant que Panique Théos était un dieu de la médecine. À ce moment-là, il décida de la laisser lui expliquer quelques notions de base sur sa famille, comme le fait que sa famille était une grande maison aristocratique, toujours pharmacienne royale. Elle poursuivit en disant que son père était un archiduc et le président de l'école impériale de pharmacie, ce qu'il trouva fascinant. Elle lui montra un portrait de son père, de sa femme et de sa jeune sœur Blanche, ainsi que de Maître Pâle, son frère aîné qui étudiait la médecine à l'étranger. Elle ajouta qu'il était destiné, avec son frère, à être un élite de la pharmacie et des arts divins, qu'elle s'empressa d'expliquer avec enthousiasme comme des prouesses miraculeuses rendues possibles par la magie. Voyant sa confusion à la mention de la magie, elle le regarda visiblement terrifiée, espérant qu'il n'avait pas oublié ce qu'il avait appris toute sa vie. Elle affirma qu'il pouvait utiliser les arts divins de l'eau. Il demanda donc ce qui arriverait s'il oubliait réellement, et elle lui répondit qu'il ne serait plus reconnu comme noble et serait probablement mis dehors comme un déchet. Plus tard, dans sa chambre, la peur de se retrouver sans abri le poussa à réfléchir à la manière de retrouver ses arts divins. À partir d'instructions vagues, il obtint une image claire de la composition de l'eau, ce qui fit briller sa vie avant qu'une spirale d'eau ne jaillisse de ses deux mains. Il commença bientôt à paniquer car il ne parvenait pas à l'arrêter, alors il courut à la fenêtre et se transforma en un être humain puissant. Lorsqu'il réussit enfin à l'arrêter, l'eau l'appela du jardin et lui dit qu'il l'avait mouillée. Elle affirma cependant que son eau était rafraîchissante et agréable, mais il essaya de ne pas céder à ses pensées. De retour à l'intérieur, il se demanda combien il était fascinant d'invoquer des choses, alors il essaya d'invoquer différents éléments, ce qui fut un succès, cependant. Il ne pouvait pas créer de mélange. Il a aussi appris que sa main gauche pouvait créer des substances tandis que sa main droite les faisait disparaître. Lorsqu'il entendit l'eau à la porte, il fit disparaître tout ce qu'il avait créé avant qu'elle n'entre, joyeusement heureuse qu'il se souvienne de ses arts divins. Elle l'interrogea ensuite sur ses connaissances médicales et affirma qu'il devait être très prudent car le Seigneur organisait toujours des évaluations surprises pendant les repas. Elle l'emmena ensuite dans une bibliothèque où se trouvait une quantité impressionnante de livres qu'il avait déjà mémorisés, mais en les parcourant, il réalisa qu'ils contenaient les connaissances médicales humaines de siècles passés. Le dîner arriva enfin et il se dirigea vers la table, conscient de sa famille. Une fois assis, chacun à son tour s'enquit de son état, après quoi ils poursuivirent comme une famille magique ordinaire. Au cours du repas, son père demanda comment était fabriquée la bombe de Géoride qui lui avait servi de traitement. Il commença donc à énumérer les composants en détail, avec précision jusqu'au processus. Son père avait l'air satisfait et dit qu'il était content que la foudre ne l'ait pas rendu moins intelligent. Il annonça ensuite qu'il reprendrait les leçons avec Elinor le lendemain. Malheureusement, Aqua, un peu trop âgée, sentit instantanément son énergie dégénérer de trentenaire. Elle déclara qu'il n'était plus adorable, mais il s'inquiéta davantage de sa capacité à la fois visuelle et mentale. Elle dit qu'il l'appelle normalement Elinor puisqu'elle est son tutrice personnelle et voyant qu'elle ne se taisait pas, il expliqua que la foudre brouillait ses souvenirs. Elle demanda rapidement s'il se souvenait de ses arts divins, ce à quoi il répondit oui, alors elle décida de sauter la pharmacologie et de revoir les bases des arts divins. Elle dit que chaque aristocrate a une divinité tutélaire et un art divin. Pour son père et son frère, c'est Panique Théos, tandis que pour elle, c'est Hydra Théo. Comme d'habitude, il y a toujours eu 5 attributs des arts divins, subdivisés en positifs et négatifs. Il remarqua qu'un attribut était nommé « aucun », elle expliqua alors que « aucun » signifiait attribut non standard,
mais précisa qu'on n'en avait pas vu depuis plus de 300 ans. Il demanda ensuite quel attribut pouvait créer n'importe quelle substance, et elle répondit que quiconque pouvait faire cela serait soit un dieu, soit un être extraordinaire. Il ne put pas s'inquiéter longtemps car ils se dirigèrent vers un lieu d'entraînement, seulement pour qu'elle le réprimande pour ne pas avoir sa baguette à son arrivée. Elle dut expliquer que les baguettes aident à amplifier et à contrôler les arts divins, et c'est là qu'il se souvint du bâton qu'il avait pris pour un essoipeur dans sa chambre. Elle lui donna ensuite sa grande baguette, Sus Dogmem. Elle lui demanda de lancer une lance ou de l'eau, mais il semblait avoir oublié comment faire, alors elle fit une démonstration et lança un nom d'attaque comme dans un anime. Pharma semblait impressionnée. Elle le lui tendit donc pour qu'il essaye seul. Il se tenait alors près du lac et s'étira un peu, après quoi il prépara le sort mentalement, mais celui-ci prit des proportions inattendues, formant ce qui ressemblait à un dragon d'eau qui continua de grandir jusqu'à ce que la baguette lui échappe des mains. Hélène, également surprise par l'ampleur de l'événement, dit qu'il était épuisé. Elle commença alors à examiner son corps, affirmant que les arts divins étaient impossibles sans incantation. Elle réalisa alors que sa puissance divine totale, censée être stable, avait peut-être changé, alors elle prit une baguette de mesure et lui demanda de la tenir. Lorsqu'il le fit, l'indicateur se remplit complètement et se brisa même, affichant une capacité incolore qui la fit paniquer car il possédait à la fois des attributs positifs et négatifs. Elle remarqua aussi la panique sur sa marque Théo et lui dit de ne jamais tenir un appareil de mesure devant qui que ce soit, y compris son père. Elle termina alors la leçon et commença à rentrer chez elle. Cependant, elle ne voyait rien, alors Pharma prit sa main tremblante et la ramena lentement. Après un moment de repos, la situation étant devenue gênante, pour détendre l'atmosphère, il fit une pause amusante et lui proposa de la reproduire chaque fois qu'elle n'aurait pas ses lunettes. Elle pensa qu'il plaisantait, mais elle essaya et constata qu'elle voyait beaucoup mieux. Pharma essaya à son tour et remarqua une lueur à 2 endroits. Il prit alors sa main, qui s'avéra blessée, et lorsqu'elle lui demanda comment il le savait, il répondit que les problèmes médicaux brillaient en bleu et devenaient blancs lorsqu'il comprenait la cause. Cela la terrifia. Elle affirma que seuls les divins pouvoirs de Théo, dans ces moments de panique, pouvaient lui permettre de faire une telle chose. Elle se recula alors, car elle commençait à avoir l'impression qu'il n'était pas humain. Et pour aggraver les choses, elle remarqua qu'il n'avait pas d'ombre, ce qui la fit crier et supplier qu'il lui épargne la vie, promettant de ne rien dire à personne. Il a même essayé de l'aider à se relever, mais elle s'est enfuie, effrayée. Le lendemain, son père lui révéla qu'Hélène avait une forte fièvre et avait décidé d'arrêter de lui donner des cours. On lui demanda pourquoi, mais Pharma n'allait certainement pas avouer qu'il avait effrayé la pauvre femme avec ses prouesses surhumaines. Son père, Bruno, lui demanda alors de lui remettre une potion et une lettre. Cependant, il réalisa plus tard que la potion était une boisson énergisante et décida de lui prescrire un véritable traitement. Arrivée chez elle, Hélène apparut vêtue d'une armure intégrale, demandant s'il était venu la faire taire parce qu'elle connaissait son secret. Il dut lui montrer qu'il ne portait même pas de baguette avant qu'elle ne se calme et n'enlève son casque pour l'écouter. Il expliqua alors que Bruno lui avait demandé de lui remettre une lettre et une potion, mais Hélène trouvait cela étrange car elle pouvait facilement préparer sa propre potion, elle a donc supposé que c'était du poison. Il lui tendit aussi son ordonnance ainsi qu'un baume pour son doigt, mais la simplette traumatisée supposait toujours qu'ils étaient tous empoisonnés. Cette fois, il la supplia de l'écouter pour une fois car il voulait qu'elle redevienne son tutrice, mais elle dit que ce n'était pas nécessaire puisqu'il était la réincarnation de Panique Théos. Pharma s'en fichait, mais Hélène s'agenouilla directement comme sa servante, comme si elle était obligée de faire ce qu'il lui demandait. Elle jura de garder son secret alors qu'elle implorait pour sa vie en toute honnêteté. Cependant, Pharma adopta son attitude de « maître » et dit qu'il avait besoin d'elle dans sa vie. Naturellement, elle y vit une signification cachée, alors il dut préciser qu'il avait besoin de ses connaissances, pas de son corps. Il révéla ensuite qu'elle était la seule qui pouvait l'aider à contrôler ses pouvoirs, car il n'y avait aucun livre sur les arts divins dans la bibliothèque familiale. Il dit qu'il ne la forcerait pas à considérer sa demande, puis sortit un festin de fleurs pour la remercier de ses services. Il ensuite lui a remis avant de prendre congé, l'exhortant à essayer de le surmonter. Plus tard dans la journée, elle ne put utiliser ses médicaments car ils étaient sous forme de poudre et la médecine n'était pas encore aussi avancée. Elle réalisa alors que Panikos Théo était un dieu paisible, et décida d'adopter une attitude positive. Le lendemain, elle retrouva Pharma, toujours vêtue de son armure, au cas où il déciderait de s'en prendre à elle. Elle révéla qu'elle continuerait à lui donner des cours. Cependant, ce serait uniquement parce qu'on pourrait la blâmer de négligence si jamais il perdait le contrôle de ses pouvoirs. Elle le remercia également pour les poudres blanches qu'il avait aidé à récupérer et dit que cela avait agi plus vite que les potions de Bruno. Pour commencer leur entraînement,
Ils se rendirent sur une île déserte par mesure de sécurité, et y passèrent toute la journée à s'entraîner et à renforcer leurs liens. De retour au château, Pharma prit son temps pour apprendre à utiliser son œil divin en s'exerçant sur le personnel de maison. Cela lui permit de comprendre que la lumière disparaissait si un traitement permanent était possible, mais seulement s'il pouvait être maîtrisé. Il utilisa également l'œil sur l'eau car il envisageait de se rendre indispensable, au cas où la nouvelle se répandrait et qu'il décide de prendre des mesures sévères contre certains. Il commença à préparer un traitement pour chaque maladie et ses capacités spéciales lui permirent de créer certaines substances difficiles à obtenir à cette époque. Il travailla sans relâche, oubliant tout comme dans une vie antérieure, jusqu'à ce qu'il ait terminé le remède pour l'eczéma de l'eau. Il le lui remit immédiatement, ce qui la rendit si enthousiaste qu'elle voulait le partager avec tout le monde. Cependant, il expliqua que les médicaments étaient quelque chose que l'on ne partage pas avant de s'en aller distribuer à chaque membre du personnel un remède à leurs problèmes. Lorsqu'il demanda à l'eau pourquoi la blanchisseuse avait pleuré en recevant son cadeau, elle expliqua qu'elle ne recevait jamais de cadeau de leur noble maître, ce qui signifiait que c'était une première. Les apothicaires nobles n'étaient pas censés soigner les roturiers, mais cela mit Pharma en conflit, comme si cela était différent dans le monde réel. Il trouvait cela injuste et voulait faire quelque chose, comme créer un médicament facilement accessible. Le lendemain matin, pendant le déjeuner, il découvrit une pièce froide au visage morose. Bruno lui annonça que Blanche avait la varicelle. Cela le troubla, car il savait que la varicelle n'était pas due à une quelconque spécialité culinaire canadienne. Il se demanda pourquoi un monde fantastique connaissait la varicelle et pensa que Blanche avait des chances de s'en sortir, étant encore très jeune. Bruno ordonna alors à tous de rester éloignés de Blanche pendant 3 semaines pour éviter la propagation du virus, Pharma faisant exception car il avait déjà été infecté et était probablement immunisé. Alors que Bruno s'apprêtait à partir, Pharma remarqua qu'il toussait, mais dit rien. Il se rendit immédiatement au laboratoire et commença à préparer un remède contre la varicelle. Cette substance particulière était très délicate à obtenir, il fallut donc un certain temps avant que l'opération réussisse. Il alla ensuite dans la chambre de Blanche, la petite fille ayant l'air malade avec de nombreuses petites taches sur le visage. Elle lui demanda de partir, mais il révéla qu'il lui apportait un médicament. Elle protesta car elle détestait les médicaments amers, comme tous les enfants. Il le mélangea alors à des macarons et la fit manger. Mais la fillette, très maligne, se souvint que Bruno avait dit qu'il n'existait pas de remède contre la varicelle. L'idiot lui dit qu'il avait trouvé un remède à la bibliothèque, mais elle le contredit, lui demandant comment il pouvait y avoir un livre dans la bibliothèque de Bruno qu'il ne connaissait pas. Voyant qu'elle avait deviné quelque chose, il dit simplement que ce serait leur petit secret, ce qui la fit se taire. Il remarqua aussi qu'elle avait des démangeaisons, alors il lui demanda pour propager le virus, mais le concept de virus n'existait pas dans le monde. Blanche voulant en apprendre davantage, compara un virus à un fantôme, ce qui finit par la faire peur. Comme il restait auprès d'elle, elle remarqua qu'il était devenu beaucoup plus gentil, et dit que cela l'avait fait l'aimer davantage. Il se remit alors en mémoire sa sœur de sa vie antérieure. Quelques jours plus tard, Bruno fut choqué de voir que Blanche avait rapidement récupéré. Lorsqu'il demanda si quelque chose de particulier s'était passé, elle répondit que c'était un secret. Plus tard, au laboratoire, Pharma conclut finalement qu'il était anormal, même pour un protagoniste, homme de glace. Non seulement il pouvait créer des choses à partir de rien, mais il était une machine d'IRM ambulante dont les yeux pouvaient agrandir les choses. Pour couronner le tout, il n'avait pas d'ombre, ce qui était franchement étrange. Il continua en inventant sans effort un microscope simple et, se félicitant de son génie, le majordome dont le nom était probablement Sébastien l'a convoqué au bureau de son père. Arrivé là-bas, Bruno lui demanda de préparer ses affaires, car elles étaient immédiatement nécessaires à l'impératrice. Entre-temps, l'atout de Bruno s'aggravait tandis qu'il expliquait que l'état de l'impératrice s'était soudainement détérioré. Il voulait utiliser son œil divin, mais il ne le pouvait pas, alors il demanda ce qui n'allait pas avec l'impératrice. Cependant, Bruno dit que c'était secret tout en le pressant de se préparer. Au château, le médecin de la cour, Claude, arpentait la pièce lorsque Bruno entra avec Pharma. À leur arrivée, tous les aristocrates étaient présents, comme lors d'obsèques, tandis que Bruno saluait l'impératrice aux côtés de Pharma. Il s'avéra qu'elle était assez jeune et qu'elle se nommait la reine Elisabeth II. Pendant que Bruno s'occupait de son travail, Pharma faisait office d'assistant en restant discret. Il observa Bruno prélever un échantillon de sang et utiliser de la magie pour l'examiner avant de rejoindre les autres médecins pour délibérer. Il les entendit parler des étoiles et de la façon dont sa vie touchait à sa fin. Cependant, Bruno continua à préparer des potions pour la soulager au point qu'elle ne sentirait plus la douleur. L'impératrice le supplia même de lui dire la vérité sur son état,
mais il affirma qu'elle avait une chance de survie avant de lui faire consommer du cannabis. Les actions de chacun laissaient croire qu'ils avaient abandonné, ce qui mit Pharma en colère. Il utilisa son œil divin pour l'examiner, découvrant qu'elle souffrait d'un cancer du poumon, de tuberculose et de nombreuses autres maladies très graves. Alors qu'il pensait à la complexité du composé médicinal nécessaire à son traitement, un composé dont la confection parfaite pourrait être impossible, le prince entra précipitamment, suppliant pour la guérison de sa mère. Le voir ne fit qu'accroître la tristesse générale, car personne ne pouvait rien faire, mais Pharma rassembla son courage et fit un pas en avant. Lorsqu'il proposa à l'impératrice de la soigner avec un nouveau médicament, Bruno essaya d'empêcher son fils de déshonorer la famille. Mais l'impératrice l'arrêta. Elle affirma qu'elle sentait qu'elle pouvait lui faire confiance grâce à ses arts divins, et elle lui permit de la soigner. Il s'enferma immédiatement dans un laboratoire et nota les 4 médicaments à utiliser simultanément. Alors qu'il les conjurait l'un après l'autre par la seule force de son esprit, Bruno entra violemment, le pressant d'arrêter cette folie, mais il refusa. Il poursuivit en disant que la tuberculose n'avait pas de remède, ce qui choqua Pharma car Bruno pouvait poser des diagnostics précis sans aucune aide particulière. Bruno, quant à lui, pensait toujours qu'il se faisait des illusions et qu'il allait finir par donner de faux espoirs à l'impératrice. Cependant, Pharma lui dit qu'il devait aussi prendre le médicament avant de retourner à son travail. À ce moment-là, il attaqua Pharma par derrière et tenta de l'empêcher de continuer par la force. Pharma refusa toujours d'arrêter, ce qui poussa Bruno à l'attaquer de nouveau, mais cette fois il bloqua les stalactites avant de créer un épais mur de glace qui divisa la pièce en deux. Bruno remarqua qu'il n'a pas utilisé de baguette ou d'incantation, alors il demanda qui diable il était, mais Pharma ne répondit rien. Il remarqua ensuite le carnet de nouvelles médications de Pharma, qu'il jeta un coup d'œil, alors Pharma inventa une histoire à propos d'un rêve suite à un coup de foudre. Le vieil homme remarqua aussi sa marque sacrée et décida d'attribuer tout cela à une bénédiction de Panictéos, ce qui le rendit étonnamment satisfait. Pharma lui demanda alors de prendre le crédit pour les médicaments qu'il avait créés pour faire avancer ses ambitions politiques, mais Bruno refusa, disant qu'il devait assumer la responsabilité de ses actes et répondre aux attentes de l'impératrice. Entendant ces mots, il désintégra le mur de glace, ce qui fut un autre choc, mais il ne put rien dire en observant la différence entre le Pharma qu'il connaissait et celui qu'il avait devant lui. Il osa demander s'il était vraiment son fils, et Pharma répondit simplement qu'il le considérait comme un père. Il retourna ensuite vers la foule en se cachant le visage comme un chirurgien discret. Pendant qu'il allait présenter le médicament à l'impératrice, Claude demanda à Bruno de raisonner son fils, mais on lui répondit que Pharma les avait peut-être déjà devancés. Pharma utilisa son microscope pour montrer à l'impératrice les minuscules créatures dansant dans ses poumons. Elle ordonna à Claude de voir par lui-même, et chacun dans la pièce put observer cette nouvelle découverte. Pharma expliqua alors que ces organismes s'appelaient des bactéries et que la plupart des maladies étaient causées par des micro-organismes. Après son explication, il ajouta qu'il devrait l'observer tous les jours pendant 6 mois et qu'il engageait sa vie sur ce traitement. Il prit sa dose avant l'impératrice, après quoi il déclara avec assurance que la tuberculose ne serait plus une maladie incurable. En rentrant en voiture, le silence gêné rendit Bruno nostalgique en repensant à l'enfance de Pharma et à la façon dont il ne le considérait que comme un futur médecin indifférent à sa vie normale jusqu'à ce que les dieux le prennent pour cible. Bien qu'il n'ait pas connu Pharma auparavant, il sut instinctivement que ce n'était pas son fils. En descendant de la voiture, Pharma lui tendit le même médicament et il l'accepta, car c'était la volonté de Panictéo. Pharma expliqua ensuite qu'il ne connaissait rien à la pharmacie véritable et qu'il possédait simplement une aptitude exceptionnelle, et souhaita que Bruno le guide le plus longtemps possible. Ils se donnèrent la main en signe d'accord. 3 mois passèrent, permettant à Pharma et Bruno de tisser des liens en tant que pharmaciens, partageant leurs idées et leurs connaissances sur un pied d'égalité. Bruno révéla qu'un médecin de renom s'était renseigné sur le remède contre la tuberculose, mais Pharma lui dit que seul lui pouvait le préparer pour le moment. Bruno précisa alors qu'il avait déjà renvoyé l'homme, car le remède était dû à Panictéo et à ses arts divins. Pharma dut l'interrompre là, révélant qu'il comptait rendre publique la recette du médicament plus tard, une fois qu'il saurait la fabriquer sans magie. Bruno supposait qu'il était guidé par la volonté de Panictéos et il l'accepta, car c'était le point faible du vieil homme. Bruno ajouta ensuite que ces méthodes pourraient sembler hérétiques, ce qui mettrait certainement sa vie en danger auprès des pharmaciens et des nobles. Poursuivant, il expliqua à Pharma comment ils avaient découvert que l'impératrice avait peut-être été intentionnellement infectée, mais Pharma trouvait cela peu probable, la probabilité de tomber malade après exposition étant de 10%. De nouveau, Bruno prit sa parole pour une connaissance divine et trouva lui aussi le moyen de se faire discret. Après son départ,
Bruno jeta un œil à l'analyse détaillée de Pharma, ce qui lui rappela un hérétique qui avait failli sombrer dans la folie à force de recherche. Au château, il rencontra Lord Noah qui l'entraîna dans un coin pour lui révéler que l'impératrice projetait de le récompenser pour l'avoir sauvé. Il demanda s'il désirait quelque chose en particulier, mais Man répondit qu'il allait bien. Noah refusa cependant de le laisser s'en tirer à si bon compte, lui faisant comprendre son importance nouvelle. Il lui proposa le choix entre de l'argent ou des rencontres privilégiées avec de nombreuses jeunes femmes, mais Pharma resta totalement interloqué. Après de longues insistances, il répondit qu'il souhaitait ouvrir sa propre pharmacie, accessible à toutes les classes sociales. Noah le regarda stupéfait, lui ayant laissé filer une occasion unique. Aux appartements de l'impératrice, elle lui dit que son remède fonctionnait car sa guérison progressait bien. Il précisa toutefois qu'il ne fallait pas compter sur un succès définitif, car des complications imprévues pouvaient survenir. Elle comprit qu'il la mettait simplement en garde et le taquina sur son enthousiasme face aux meilleurs médecins du royaume. Elle poursuivit en évoquant les préparatifs funèbres que tout le monde organisait. Après son effondrement, et comment son autorité de souveraine n'était plus respectée. Elle pensait ne plus mériter de régner après avoir été sans valeur et inutile pendant un certain temps, mais Pharma ne fut pas de cet avis, lui rappelant que son fils Louis avait toujours besoin de sa mère, et le royaume tout entier aussi. Il réussit à la convaincre de croire en elle-même et, en partant, il affirma que deux avaient frôlé la mort, et qu'il devait donc s'efforcer de vivre une vie plus épanouissante. Quelques mois plus tard, l'impératrice était passée de Lady Dread à une personne influente qui convoqua Bruno et lui écrivit une lettre. Le lendemain, Bruno fit accompagner Pharma, vêtu comme un noble. Pharma se sentait déplacé, mais on lui rappela qu'il était le fils d'un archiduc. Une fois dans la salle royale, la reine fut présentée, puis elle appela Bruno pour lui confier un nouveau territoire riche en plantes médicinales. Ensuite, Pharma fut appelé, mais l'imprudent pensa que fut une erreur. Il s'agenouilla ensuite lors de sa promotion d'apprenti à médecin royal. Comme il semblait désorienté, Bruno dut le ramener à la réalité. On lui remit également un insigne pour officialiser sa nomination, et l'impératrice lui permit d'ouvrir une pharmacie dans la capitale royale. Cet après-midi-là, plusieurs ingénieurs se rassemblèrent chez lui pour lui demander les plans de la pharmacie. Bien qu'il ait dit qu'il n'était pas prêt, ils affirmèrent qu'il devait les diriger immédiatement, faute de quoi il serait sévèrement puni. Heureusement, Alain arriva pour l'aider, ce qui le fit réaliser qu'il n'avait pas le choix, et il dessina alors un plan qu'il avait toujours eu en tête. Quelques mois plus tard, le bâtiment était terminé et l'ingénieur en chef demanda quel nom devait figurer sur l'enseigne. Ils commencèrent à réfléchir à des noms appropriés, mais le vieil homme l'entendit penser à voix haute et décida d'opter pour « Pharmacie du monde parallèle ». Une fois terminé, Alain trouva la pharmacie plutôt jolie, mais il fit remarquer que était une simple mésentente. Elle a également affirmé qu'un nom doux ne l'empêcherait pas la guilde des pharmaciens de l'attaquer et, pendant qu'ils discutaient, un homme d'affaires un peu tendu est arrivé en demandant le propriétaire de l'établissement. Quand Pharma a dit qu'il était le propriétaire, il s'est présenté comme Véron, le maître de la guilde pharmaceutique, et Pharma, il a laissé entendre que Pharma allait vendre des bonbons étant donné son âge. Mais Pharma a calmé Alain et a répondu aux provocations de Véron. Avec élégance, il a demandé si ses prix seraient élevés, mais Pharma a dit qu'il envisageait de rendre les médicaments abordables, ce qui a mis le type tendu hors de lui. Mais ensuite Alain est intervenu et a réprimandé le personnage agaçant et probablement chauve jusqu'à ce qu'il parte. Lorsqu'ils sont allés faire une dernière vérification du magasin, Pharma a découvert qu'il n'y avait personne pour s'occuper de la comptabilité. L'eau s'est alors portée volontaire, mais Pharma portait une expression impassible. Regardez, depuis qu'elle était enfant. Quand il refusa sa demande, elle se mit à pleurer et le supplia de la laisser aider. Il promit alors de la laisser faire des courses, un honneur qu'elle apprécia plus qu'un prix Nobel. En rentrant le soir, il remarqua que tout le monde avait les larmes aux yeux car Cédric avait annoncé qu'on lui demandait de prendre sa retraite. Tout le monde trouvait cela étrange car il gérait avec diligence les finances du domaine. Cependant, Cédric expliqua que le seigneur était probablement préoccupé par son genou qui le faisait souffrir. Pharma proposa alors de soigner ses genoux s'il acceptait de travailler dans sa pharmacie, et ils convinrent tous les deux. Il alla ensuite parler de la situation à Bruno qui affirma qu'il pouvait faire comme il l'entendait puisqu'il avait déjà licencié Cédric. Bruno lui offrit aussi un coffre plein d'or pour démarrer son affaire, prétendant vouloir faire quelque chose de grand pour son fils. Pendant qu'il parlait, Pharma réalisa que Bruno avait rendu Cédric disponible. Qu'il engage, bien que tous aient essayé d'éviter le sujet, mais il les a quand même remerciés pour leur attention. Des semaines passèrent, mais la pharmacie de Pharma était aussi vide que mon cœur après la rupture. Il se demanda ce qu'il pouvait faire pour améliorer la situation,
mais Alain lui dit que c'était tout à fait normal puisque les gens du peuple achetaient généralement dans les pharmacies locales tandis que les nobles faisaient venir le pharmacien à domicile. Entre-temps, il semblait que les gens étaient curieux, mais personne ne voulait être le premier à se jeter à l'eau. Lors d'une réunion avec le personnel, Pharma dit qu'il était plus intéressé à aider les gens du peuple, mais il traitait son établissement comme un hôpital psychiatrique. C'est alors que Lot entra avec des papiers qu'elle appela une enquête qu'elle avait récemment menée auprès d'une centaine de citoyens. Elle commença alors à la lire comme un rapport officiel, ce qui valut des applaudissements à tous. 50% des réponses disaient que le sceau royal à l'entrée les terrifiait. Un autre groupe affirmait ne pas savoir comment se comporter en présence de nobles, préférant donc rester à distance pour éviter d'être punis pour quelque chose d'aussi ridicule qu'une respiration trop forte. Certains disaient que les nuits à l'entrée étaient terrifiantes et enfin, d'autres étaient sceptiques quant à la gestion de l'établissement par un enfant. Ces problèmes semblaient simples et se résoudraient une fois que le magasin aurait acquis une certaine réputation. Ils décidèrent donc de revoir leur stratégie en mettant à jour les prix exposés en vitrine. Cet après-midi-là, Monsieur Jean est venu acheter des bonbons et a profité de l'occasion pour boire de leur eau minérale. Bien sûr, il n'y voyait aucun inconvénient et souhaitait que plus de monde vienne comme ce monsieur. Pharma demanda ensuite si Jean était marin et essaya de lui vendre des bonbons à la vitamine C pour prévenir le scorbut, mais celui-ci trouva une excuse pour quitter le magasin. Lorsque Pharma le suivit dehors, il remarqua Jean en train de parler à quelques hommes d'affaires, et avant même de comprendre, il remarqua des clowns itinérants qui se révélèrent être le piètre déguisement de ses parents. Une fois à l'intérieur, sa mère, un PNJ, dit quelque chose de différent de « Hara Hara », mais il l'ignora et demanda pourquoi il se cachait. Elle répondit qu'il voulait juste voir comment il allait à Bruno, puis demanda une visite des lieux. Il commença par leur montrer le rez-de-chaussée, où se trouvaient des produits exposés, un laboratoire et une salle d'attente. L'étage suivant comprenait une salle d'examen et un espace de détente pour les patients. Le troisième étage était un espace pour les employés, avec une cuisine, tandis que le dernier étage était son espace de recherche personnelle pour développer de nouveaux médicaments. Après la visite, Bruno s'enquit du flux de clientèle, notant qu'il avait vu beaucoup de nobles mais aucun client parmi le peuple. Il révéla tristement qu'il n'avait pas de succès auprès des gens ordinaires, si bien que sa mère suggéra d'ajouter des cosmétiques à ses produits, car ce sera un succès immédiat, et attirera probablement aussi le grand public, car les personnes complexées sont les plus faciles à manipuler. Pharma réfléchissait au peu de cosmétiques qu'il avait utilisés dans sa vie précédente. Cependant, il décida d'essayer et demanda même conseil à sa femme. Elle suggéra un produit pour la peau parfumée, mais Bruno l'interrompit vivement pour lui conseiller de ne pas faire de poudre pour le visage blanche. Sa femme se mit à le réprimander car elle évitait la poudre blanche à sa demande. Bruno affirmait cependant, fort de son expérience, que les femmes qui utilisaient ce type de produit avaient une santé fragile. Pharma fut impressionné par ces observations, car la poudre blanche en question était généralement composée de plomb et de chlorure de mercure, des métaux lourds toxiques une fois absorbés par l'organisme. Bruno ajouta que les dames de la ville allaient même jusqu'à se faire saigner pour obtenir un teint pâle. Comme une poupée, c'était une totale sottise, et pour s'assurer que sa naïve épouse n'essaierait pas de faire de même. Il lui dit qu'elle était plus belle que Beyoncé, ce qui fit rougir la femme et ses cheveux peu soignés. Soudain, un homme précipita en cherchant la personne responsable, rapportant que sa dame s'était effondrée et était dans un état critique. Immédiatement, Pharma prit congé et accompagna le jeune homme sur les lieux où ils ont failli ne pas le laisser passer jusqu'à ce qu'il remarque son insigne royal. Une fois dans la voiture, il rencontra une jeune fille au teint pâle, qui semblait avoir beaucoup souffert. Il l'examina des yeux, mais ne trouva aucune maladie physique. Il remarqua seulement quelques coupures sur ses veines, indiquant une saignée pratiquée par un professionnel. Il lui dit qu'elle était anémique à cause de cette perte de sang, dont son corps avait grand besoin. Elle affirma que c'était fait par un professionnel, mais Pharma expliqua que les multiples coupures avaient aussi été infectées, elle devait donc être soignée à sa pharmacie. Une fois là-bas, elle a expliqué que son amoureux avait rejeté ses sentiments parce qu'elle n'était pas assez pâle, et qu'elle devait donc gagner son amour en devenant pâle. Malgré son état critique, elle souhaitait toujours devenir une poupée pour être acceptée. Pharma lui a alors prescrit des médicaments et l'a supplié d'arrêter d'utiliser de la poudre blanche, mais elle a déclaré qu'elle ne s'arrêterait jamais, car elle devait être désirable aux yeux des hommes, sinon elle serait aussi inutile qu'une boîte d'iPhone pour sa famille. Lot a ensuite incité Pharma à aider cette jeune fille désorientée, alors il a réfléchi à une solution de remplacement et lui a demandé de revenir dans une semaine. Quelques jours plus tard, Pharma a testé un prototype sur lui-même qui lui donnait l'apparence d'un clown, cependant les filles semblaient adorer ce look. Hélène était plus préoccupée par la sécurité du produit,
mais Pharma l'a rassurée, révélant que contrairement au mercure, un peu moins toxique que mon ex, son produit était complètement composant sûr. Elle a ensuite suggéré d'interdire la poudre blanche et Pharma a dit qu'il avait déjà l'intention d'en parler à l'impératrice. La semaine suivante, la dame pâle est revenue pour ses cosmétiques et honnêtement, elle en avait besoin vu son teint terne. Pharma a ensuite montré comment utiliser une crème solaire et des hydratants à la jeune femme au teint fatigué. Hélène a rapidement terminé de la maquiller et elle a avoué être passée d'un 3 à un 9 dixième. Elle a également versé des larmes de joie en remerciant Pharma de l'avoir sauvée de son apparence et de son anémie. Le lendemain, Lotte est allée sur le marché pour présenter le nouveau produit à d'autres femmes complexées par leur apparence, qui se sont immédiatement intéressées. Même une vieille femme a voulu l'essayer, mais a dit qu'elle ne savait pas lire. Lotte lui a alors donné une notice illustrée. La pharmacie a rapidement connu un essor, ce qui a montré que les gens se souciaient plus de leur apparence que de leur santé. Cependant, la plainte suivante concernait Chloé dont le teint avait de nouveau terni depuis le nouveau lot. Épuisée avant qu'elle ne puisse s'en procurer. Pharma a dû s'excuser et a prétendu qu'il n'avait pas assez de personnel pour répondre aux besoins d'une ville pleine de jeunes gens anxieux. Pour sauver la situation, elle a proposé de créer une filiale avec sa famille et a même proposé de financer et de fournir la main-d'œuvre. Il a regardé Cédric qui a dit que c'était une bonne affaire pour lui, alors il a accepté. En une semaine seulement, elle avait créé une branche cosmétique pour lui et avait employé des femmes qui travailleraient volontiers toute leur vie en échange d'un approvisionnement à vie en cosmétiques. Quelques semaines plus tard, Lotte est venue présenter son dernier sondage à l'équipe. Cette fois, les rapports étaient plus positifs à tous les égards et ils ont célébré leur réussite à surmonter le premier obstacle. Quelques jours plus tard, la famille de Pharma est partie en vacances pour inspecter le nouveau domaine que l'impératrice a récompensé Bruno il y a quelque temps. À l'intérieur du manoir, Bruno félicita le gardien pour sa gestion et demanda un rapport complet de ses activités, qu'il commença à énumérer immédiatement. Cette ville était connue comme un port important ouvrant l'empire à d'autres nations, tout en étant le premier producteur d'herbes médicinales. Les adultes se mirent bientôt à discuter d'affaires complexes, comme l'évasion fiscale, et Bruno, remarquant que Pharma était inutile là, lui dit d'aller jouer dans l'océan. Il retrouva ensuite Lotte et Blanche, qui avaient construit un impressionnant château de sable. Blanche voulait jouer dans l'eau, mais il leur rappela qu'ils ne savaient pas nager, ce qui les rendit tous grincheux. Cependant, ils usèrent de leur charme, expliquant que ce serait juste pour un petit moment, et comme il ne pouvait résister aux enfants, il céda à leur demande. Alors qu'il se dirigeait vers la plage, Pharma remarqua Alain se reposant sous un arbre. Mais c'est alors qu'elle se leva et dit qu'elle voulait aussi aller se baigner. Elle ôta ensuite sa ceinture et commença à jouer, ce qui fit craindre à Pharma que ce ne soit pas un épisode de plage ordinaire. Elle demanda ensuite s'il allait la rejoindre, mais un coup d'œil à Blanche le refroidit en lui rappelant sa sœur. Il se souvint de ses jeux avec sa sœur joyeuse sur la plage et de son désir de grandir trop vite. Cependant, les animateurs l'ont fait disparaître pour le développement du personnage. Alors que ses souvenirs le faisaient pleurer, il entendit la jeune fille crier car Blanche avait été emportée par les vagues. Il plongea immédiatement sans hésitation malgré le courant qui ramenait Alain, mais Blanche était emportée si vite qu'elle commençait à se noyer. En la voyant sombrer, il cria son nom si fort que son cri créa une lumière vive qui littéralement créa un appartement au milieu de l'océan. Alain se réveilla bientôt auprès de Pharma. Il retenait l'eau, progressant lentement vers la plage, tandis qu'elle observait avec émerveillement. Une fois le calme revenu, Alain lui demanda ce qu'il avait fait, et il répondit que c'était probablement son art divin de manipulation négative de l'eau à l'œuvre. Elle rétorqua cependant que cet attribut ne pouvait pas avoir complètement asséché une zone jusqu'au sable. Il remarqua l'eau paniquer et s'apprêtait à se réprimander avant qu'Alain ne le félicite pour avoir sauvé Blanche seule. Plus tard dans la nuit, il se rappela comment il avait littéralement éliminé le sel du fond marin, ce qui signifiait qu'il avait eu beaucoup de chance de ne pas blesser Blanche et Alain. Il remarqua que l'eau cachait sa terreur, et alors qu'elle essayait de lui parler, il dit rapidement qu'il n'utiliserait plus ses pouvoirs, afin qu'elle n'ait pas peur. Au contraire, elle répondit qu'elle n'avait pas peur, mais plutôt qu'elle était stupéfaite par ses pouvoirs. Elle supplia pardon pour ne pas être allée après Blanche, ce qui était son devoir, mais Pharma dit que c'était attendu puisqu'elle ne savait pas nager. Lorsqu'il ajouta qu'il la considérait comme de sa famille, elle fondit en larmes de joie avant de partir. Ailleurs cette nuit-là, des rapports parvinrent à l'église concernant un garçon qui avait effacé une partie de la mer dans une ville portuaire. Malheureusement, leur source d'information était un enfant d'un orphelinat et ils ont failli écarter la rumeur jusqu'à ce que le prêtre ajoute qu'ils avaient trouvé une accumulation de pouvoirs divins sur le site quelques jours plus tard. En entendant cela, le chef ordonna à chacun de trouver l'enfant sans ombre qui devait être maîtrisé en tant qu'hérétique. De retour dans la capitale, les affaires tournaient à plein régime.
plus qu'avant, et Alain le prévint en plaisantant de ne pas mourir de surmenage. Il remarqua également quelques prêtres louches chuchotant dans un coin, alors il alla leur demander ce qu'ils voulaient, mais ils lui lancèrent un regard menaçant avant de partir. Cet après-midi-là, ils parlèrent de les hommes suspects et Lo ont rapporté n'avoir rien acheté. Alain a ajouté que leur robe semblait étrangère et Lo a suggéré d'avertir les gardes pour qu'ils soient vigilants. Ce soir-là, les chevaliers à la pharmacie venaient juste de changer de garde lorsqu'un chariot chargé a foncé à travers la porte d'entrée. Quand Bruno a appris la nouvelle, il était extrêmement en colère et a promis d'appréhender les coupables. Après avoir ordonné au chevalier de regagner son poste, Pharma s'apprêtait à se précipiter à la pharmacie lorsque Bruno l'a arrêté et lui a demandé s'il avait un suspect en tête. Pharma a pensé à Véran et aux hommes en robe, mais a décidé qu'il valait mieux ne pas agir précipitamment, cependant Bruno lui a dit de rester vigilant. Arrivé sur les lieux, Pharma a appris de Cédric que, bien que personne n'ait été blessé, le chariot chargé de sédiments avait causé de nombreux dégâts au magasin, notamment aux marchandises exposées. Cédric a ensuite utilisé ses petits dons divins pour éliminer l'odeur nauséabonde des sédiments. Plus tard, Cédric a révélé qu'ils avaient transféré d'importants médicaments vers leur branche cosmétique où ils opéreraient jusqu'à la réparation des dégâts. Pendant qu'il parlait, le vieux Jean est arrivé avec plusieurs hommes robustes pour l'aider à nettoyer. En ville, tout le monde a encouragé Pharma et l'a aidé de toutes les manières possibles. Quelques instants plus tard, une jeune fille, l'air préoccupée, est venue demander Pharma. Quand il lui a demandé ce qui n'allait pas, elle a dit que son père s'était évanoui à cause de la chaleur et ne se réveillait pas. Il ne voulait plus vivre mais tout le monde lui a dit d'aller de l'avant, alors il est parti à cheval avec la femme, hors de la ville. En se dirigeant vers l'endroit isolé, il réfléchissait à la façon dont il allait gérer le cas de déshydratation, mais avant même de réaliser où il était, la femme avait disparu et il était totalement entouré d'hommes en robe blanche. Le chef a alors demandé s'il était celui qui avait effacé la mer tout en présentant son équipage comme des inquisiteurs du Saint-Royaume. Cela lui rappela comment Alain avait expliqué l'importance du temple, comment ils aidaient les enfants à utiliser les arts divins, et leur conféraient également des rangs aristocratiques. Elle ajouta que le temple était responsable du choix des dirigeants de chaque nation, ce qui signifiait qu'ils étaient au sommet du pouvoir et pouvaient tout faire. Un groupe connu pour son pouvoir était celui des inquisiteurs, dont le devoir était d'éliminer les esprits malfaisants et les hérétiques. Il se souvint qu'elle les avait décrits comme une bande d'élite déchaînée et lorsque le chef se présenta comme Salomon du Grand Temple, Pharma prit une expression sérieuse. Ils le qualifièrent d'esprit malfaisant et lui demandèrent de reculer, ce qu'il fit à contre-cœur, leur permettant d'activer un sort pour le maintenir en place. Cependant, il n'eut pas besoin de beaucoup de résistance pour que le sort se brise. Ensuite, ils l'encerclèrent à cheval et l'un d'eux l'attaqua avec du feu, alors Pharma dressa un bouclier pour se protéger avant d'éliminer l'oxygène environnant pour éteindre le feu. L'homme suivant, sans vergogne, attaqua avec des épées de glace qu'il repoussa également, et alors qu'il tentait de leur parler calmement, Salomon ordonna de maîtriser l'individu déchaîné. Pris de panique, ils se ruèrent tous sur lui, l'attaquant simultanément de tous les côtés. Les attaques soulevèrent un grand nuage de poussière qui se dissipa bientôt pour révéler qu'il s'était protégé avec un mur de glace. Il exécuta alors un mouvement spectaculaire en invoquant un énorme bloc de glace et, tandis que son corps brillait intensément, il demanda qu'on cesse les attaques, préférant utiliser ses pouvoirs pour guérir plutôt que pour combattre. Salomon remarqua bientôt la marque de Panictéos sur lui et, d'après les prouesses de Pharma, il annonça qu'il était le dieu Panictéos lui-même. Pharma réagit avec incrédulité, mais Salomon continua en expliquant qu'il avait déjà subi une punition divine, ayant subi une blessure grave. Lorsque son cheval tomba, Bro décida de demander pardon en offrant sa vie, mais alors qu'il s'apprêtait à libérer son cou, Pharma l'arrêta au dernier moment. Il examina ensuite la jambe de Salomon et constata qu'une amputation serait nécessaire, mais elle brillait rouge, aussi opta-t-il pour un traitement réduisant et la lueur disparut, signifiant que c'était la bonne solution. Cependant, le problème suivant était qu'il ne savait pas qui pourrait opérer la jambe, étant lui-même pharmacien. Il envisagea toutes les possibilités et conclut qu'il devait le faire lui-même. Il fit alors apparaître un lit de pierre de rien et demanda au prêtre d'installer une tente. Une fois cela fait, il entra dans la tente pour expliquer la procédure qu'il allait effectuer. Après avoir obtenu la permission du patient, il s'habilla et commença par injecter la moelle épinière de l'homme pour administrer une anesthésie. Une fois la procédure terminée, la bande de brutes le traita comme un dieu, ce qu'il était, mais il ne demanda qu'une chose. Qu'ils gardent le secret de ce qu'ils ont vu. Un jour, plusieurs mois plus tard, Salomon, devenu le nouvel évêque, rendit visite à la pharmacie de Pharma, lui apportant même des bonbons comme s'il jouait un rôle pour Halloween. Pharma dut lui demander comment il était passé du chef d'une bande de brutes à évêque,
et Salomon expliqua qu'il avait subi d'innombrables épreuves pour se rendre utile. C'était en fait sa façon de dire qu'il dévorait sa vie à protéger le secret de Pharma, mais le pauvre garçon était légèrement effrayé par son affection inattendue. Il remarqua aussi un groupe de garçons défilant, alors Salomon l'emmena dans une pièce pour lui présenter une baguette, connue sous le nom de trésor du temple de la divinité gardienne. Il expliqua que la baguette possédait toutes les propriétés, y compris la guérison, et pouvait même changer de forme comme le bâton du roi singe. Pharma pensa qu'il ne méritait pas une telle relique sacrée, mais Salomon l'insista pour le ramasser. Une fois qu'il l'eut fait, il brillait intensément, remplissant d'admiration tous les présents, y compris Allen à qui Pharma tenta de le donner, mais la baguette traversa sa main. Salomon expliqua alors que la baguette était d'un autre monde et que seuls des êtres divins d'un autre monde pouvaient la tenir. Lorsqu'il la prit à nouveau, il demanda à Salomon si elle pouvait flotter, et celui-ci répondit que des écrits mentionnaient cette possibilité. Il essaya, et elle flotta effectivement, ce qui enthousiasma Allen et Salomon. Avant de partir, Salomon promit à Pharma que le temple le laisserait tranquille, mais affirma que l'incident de la voiture n'était pas de leur fait, il avait donc encore des ennemis à affronter. Il remit également à Pharma un talisman pour supprimer ses pouvoirs divins, et cela fit revenir son ombre, le rendant plus heureux que lorsqu'il avait reçu la baguette. Il alla ensuite en ville avec Blanche et Lo, et tandis qu'il se promenait, il pensa à la difficulté qu'il aurait à embaucher plus de travailleurs. À ce moment-là, il entendit un client demandant au personnel de la pharmacie pourquoi il ne vendait pas les produits de Pharma. L'homme a ensuite affirmé que l'endroit vendait des médicaments étranges à des prix défiant toute concurrence, ce qui était suspect. Le patron est également arrivé et a expliqué que la guilde devait approuver les produits de Pharma avant qu'ils ne soient autorisés à la vente. De retour à la boutique, il a eu une idée, créer une nouvelle guilde, car Véron se comportait de façon inacceptable. Il espérait que tout irait bien, car il ne voulait plus se surmener, mais Allen a trouvé cela plutôt amusant. Pendant ce temps, à la guilde des pharmaciens, le groupe d'hommes âgés sans vergogne était occupé à comploter comment saboter Pharma après son rétablissement. Véron pensait avoir probablement nettoyé les lieux et les avoir rénovés grâce à ses talents exceptionnels ou à l'argent de son père. Alors qu'il s'épanchait, certaines personnes se sont moquées de lui, alors il leur a rappelé que Pharma leur faisait perdre des affaires et qu'ils devaient s'occuper de lui. Il a également interdit à tous les membres de la guilde de s'approcher de la pharmacie sous peine dont permis de conduire leur a été confisqué. Plus tard en ville, un homme frappait à la porte d'un médecin en portant sa fille malade. Heureusement, Pharma passait par là et se présenta, mais comme il était membre de la guilde, il ne voulait pas s'engager avec Pharma. Cependant, il changea d'avis et accompagna Pharma à sa pharmacie, qui le fit entrer par une entrée latérale, lui faisant croire qu'il s'agissait du passage des gens du peuple. Une fois à l'intérieur, il tendit à l'homme un masque, ce qui lui fit comprendre que Pharma protégeait ses clients de la maladie de sa fille. Il commença par demander des informations de base comme le nom et l'âge de sa fille, ce qu'elle avait mangé et d'autres détails qui l'étonnèrent. Il prit également leur mensuration car elle était inconsciente et lorsque l'homme demanda l'importance de cela, Pharma expliqua qu'il en avait besoin pour administrer le bon dosage. Après un moment, il utilisa également son œil divin sur la jeune fille, ce qui avait intrigué l'homme. Pharma révéla alors que sa fille Marie souffrait seulement d'un fort rhume. Le pharmacien du village n'arrivait pas à le croire car il avait constaté plusieurs symptômes, mais Pharma l'assura que c'était bien un rhume, causé par un virus. Il ne comprit pas tous les mots employés par Pharma, mais il suivit ses instructions pour administrer le médicament par inhalation plutôt qu'oralement. Il les laissa ensuite se reposer un peu avant de partir et, le soir même, l'état de Marie s'était déjà amélioré. En les raccompagnant, il promit même de revenir si les symptômes empiraient. Devant la porte, l'homme s'attendait à une facture exorbitante, mais fut surpris lorsque Pharma lui dit que cela coûtait environ le prix d'une grande miche de pain. De retour chez lui, sa femme s'inquiéta en apprenant sa visite à la pharmacie du monde parallèle. Cependant, il dit n'avoir pas eu le choix avant pour louer Pharma et dire à quel point il se souciait sincèrement de Marie. Il avoua qu'en tant que pharmacien, apprendre quelques techniques de Pharma l'aiderait beaucoup, mais cela signifierait s'opposer à la guilde. Son épouse le rappela aux dettes de sa boutique, mais voyant que sa décision était prise, elle se mit à pleurer. Lors de la réunion suivante de la guilde, Véran révéla avoir détruit tous les cosmétiques que son épouse avait achetés chez Pharma, et les autres murmurèrent même que l'évêque fréquentait le magasin. Soudain, Véran demanda à Pierre ce qu'il pensait de la situation, sa boutique étant la plus proche du lieu de travail de Pharma. Pierre prit alors une grande inspiration et parla avec assurance, demandant si quelqu'un présent avait déjà vu les médicaments fabriqués par Pharma, ce qu'ils nièrent bien sûr. Il ajouta qu'il fallait observer la concurrence de près, comme il l'avait fait. Il avoua solliciter leur aide et affirma qu'ils avaient traité
Tout le monde équitablement et à moindre coût, mais Véran devint fou, cherchant des excuses pour qualifier Pharma de démon incarné. Il se mit bientôt à déverser sa colère, racontant comment un noble l'avait négligé dans le besoin, prétendant que leur pouvoir divin était limité, et qu'il avait dû enterrer son enfant. Véran continua de réclamer l'élimination de Pharma, d'une manière ou d'une autre, mais Pierre essaya de convaincre tout le monde d'apprendre de la concurrence au lieu de compter sur le hasard et des connaissances vagues. Il commençait à avoir du sens jusqu'à ce que Véran le fasse taire et le chasse. Cet après-midi-là, Pharma trouva Pierre assis devant sa boutique vandalisée. Il expliquait comment il avait défié la guilde et avait été puni en conséquence. Il expliqua qu'il devrait quitter le pays pour continuer à exercer la pharmacie, mais Pharma lui dit qu'il n'aurait pas à partir puisqu'il venait de créer une guilde. Il invita ensuite Pierre à rejoindre sa nouvelle guilde, et l'homme fut ému aux larmes par le tour des événements. Il installa bientôt son commerce avec certains produits de Pharma et avant son ouverture, Marie l'encouragea à tout donner, ce qu'il fit et fut surpris de trouver une foule de gens attendant dehors. Il y a quelques années, un génie nommé Camus fut mis en détention par le Temple malgré sa grande contribution au développement médical du royaume. Dans ces derniers instants, un jeune Bruno voulut savoir pourquoi il avait mené des expériences sur des personnes, mais l'homme parla longuement du cycle de la vie et de la façon dont les gens meurent et naissent chaque jour. Alors qu'il tentait d'expliquer l'importance de l'expérimentation, Bruno se réveilla de son cauchemar. Pendant le déjeuner, Pharma remarqua qu'il semblait perturbé, alors il lui demanda ce qui n'allait pas, mais Bruno décida de ne pas parler de Camus. À ce moment-là, une lettre arriva de Pâle. Son fils aîné et Bruno apprirent que son retour serait retardé, ce qui inquiéta beaucoup leur mère qui l'attendait avec impatience. L'eau est blanche ensuite. A continué à vanter le génie de Pâle et à dire qu'il était évident que Pharma était incroyable aussi. Immédiatement après, Pharma et Bruno se rendirent au bureau où celui-ci rappela à Pharma la foire Saint-Flou à venir, un événement d'un mois réunissant des marchands du monde entier dans la capitale. Il demanda à Pharma d'être prudent, expliquant qu'il y avait eu des rapports faisant état d'une étrange épidémie qui avait éclaté sur une île d'un pays voisin. Il affirma que la lettre de Pâle détaillait comment plus de 1000 colons avaient été décimés. Cela inquiéta Pharma qui souhaitait en savoir plus, mais Bruno ajouta que l'équipe de recherche ayant prélevé des échantillons était également décédée récemment, ce qui signifiait que la maladie était contagieuse. Il révéla ensuite que, bien que l'épidémie ait pris fin, des marchandises provenant de l'île allaient arriver à la foire, il y avait donc une possibilité que ces marchandises soient contaminées. Pour aggraver les choses, elles devaient être déchargées au port dans son nouveau domaine. Le fait que tout, concernant l'épidémie fut réduit en cendres, ce qui effraya Pharma car la situation était clairement ingérable. Dans le rapport de Pâle, le premier chercheur développa une forte fièvre suivie de vomissements et de maux de tête avant l'apparition de nodules au cou, après quoi il décéda au 7e jour. Le second chercheur est mort plus rapidement, mais avec des symptômes différents, comme un noircissement de la peau, et c'est alors qu'ils ont compris qu'ils étaient en danger. Les symptômes firent craindre le pire à Pharma, mais il demanda plus de détails. Bruno lut alors comment un nouvel appareil avait été inventé par un individu inconnu, et le sujet en question était Pharma et son microscope. Il s'avéra que les chercheurs avaient utilisé son microscope et avaient pu observer le virus, alors Pharma demanda à Pâle d'envoyer des croquis. Pendant ce temps au palais, une réunion se tenait où ils apprirent que le taux de mortalité dans le royaume avait diminué de plus de 20% depuis que Pharma avait établi sa pharmacie. Tout le monde n'avait que de bons mots pour point son influence dans le royaume, aussi l'impératrice jugea sage de le récompenser pour son rôle. Elle proposa de le faire archiduc, mais Marie fit remarquer qu'un tel rang ne pouvait être conféré à un mineur. Pendant la réunion, l'impératrice réfléchissait à la possibilité que Pharma soit sous une influence néfaste, et elle cherchait des moyens de l'aider à agir librement. Entre-temps, à la pharmacie, Pharma expliqua l'épidémie mortelle à Alain qui suggéra d'arrêter la foire. L'eau arriva également avec une lettre de Pâle, et dès qu'il vit le croquis, il pâlit. D'après ce qu'il vit, il s'agissait de la Yersinia pestis. Immédiatement, il envoya du personnel dans la ville portuaire pour la préparer à la quarantaine, et ils promirent de faire de leur mieux. Une fois partis, Pharma et Alain s'adressèrent à Bruno en lui expliquant que l'épidémie était très probablement la peste noire. Bruno avait déjà les mêmes soupçons. Après avoir lu quelques livres, et Pharma se rappela que la peste bubonique était connue pour avoir un taux de mortalité de 70% au XVIIe siècle. Ils expliquèrent les mesures de précaution déjà prises pour prévenir une épidémie, cependant Bruno dut souligner le danger imminent pour l'Empire si une épidémie devait survenir, car il n'y avait aucun moyen de combattre la maladie. Pharma révéla alors qu'il avait déjà mis au point un nouveau médicament et l'avait envoyé pour conditionnement, par précaution. Bien que Bruno fût impressionné par son rythme de travail, Pharma précisa qu'il fallait quand même prévenir une épidémie puisqu'il était le seul à pouvoir fabriquer ce médicament.
Cela dit, ils contactèrent l'impératrice pour obtenir l'autorisation d'inspecter les marchandises à la porte de la capitale. De plus, il demanda l'élimination des vecteurs de la maladie, à savoir les puces et les rats, si bien que l'impératrice prit immédiatement des mesures pour répondre à sa requête. Bruno la remercia de les avoir écoutés et d'avoir réagi rapidement, mais elle déclara qu'elle faisait entièrement confiance à Pharma. Plus tard ce jour-là, Pharma montra à Pierre le microscope qu'il avait fabriqué afin qu'il n'ait plus à approcher les bactéries. Il rapporta également que le médicament qu'il avait produit avait été conditionné et distribué gratuitement selon les besoins. Après avoir pris ses dispositions, il laissa le Capitole aux soins de Pierre. Simultanément, l'impératrice reçut un compte-rendu de la préparation de la foire et de la manière dont les points de contrôle ne gênaient pas leur projet. L'évêque Salomon avait également dépêché des prêtres au cas où une purification serait nécessaire. Elle leur demanda de garder secrète l'épidémie car leurs ennemis pourraient profiter de la situation et semer le chaos. Entre-temps, Alain et Pharma s'apprêtaient à partir et lorsqu'elle remarqua sa peur, il l'encouragea en lui faisant prendre conscience du nombreux soutien dont il bénéficiait. Arrivés à la ville portuaire, ils jetèrent un coup d'œil au navire attendant d'être inspecté et à la manière dont un seul pouvait détruire la prospérité de la nation. Ils rejoignirent bientôt l'équipe qu'ils avaient envoyée en éclaireur qui rapporta que le navire était déjà ancré avant qu'ils ne leur remettent les documents de leur inspection jusqu'à présent. Ils ont rapporté que même les navires ayant passé l'inspection avaient vu leur cargaison purifiée par précaution. Ils ont également rejoint l'équipe d'inspection et sont arrivés sur un bateau transportant un marchand impatient. Ils ont dû s'entretenir avec le médecin du navire, qui a collaboré avec eux pendant qu'ils effectuaient leurs tâches en dessous du pont. Après l'inspection, Pharma n'a trouvé aucun problème avec leur cargaison. Cependant, il leur a remis une ordonnance en indiquant que des membres de leur équipage souffraient du scorbut. Alors qu'ils se déplaçaient vers le navire suivant, les marins se sont disputés pour obtenir la place suivante, car ils avaient déjà subi suffisamment de retard. Le vieil homme a continué à faire des caprices, ce qui a poussé Alain à sortir sa baguette, avant qu'il ne soit surpris par des coups de canon de la marine écarlate de l'Empire. Il s'est également avéré que le vieil homme Jean était un commandant de marine. Monsieur Jean a ensuite annoncé que Pharma était un membre de la famille royale. Pharmacien et fils d'un archiduc, ce qui choqua les marins, si bien qu'il promit de couler tout navire insultant Pharma. L'équipe de Pharma rencontra également Monsieur Jean qui désirait plus que tout récupérer les bonbons de son magasin. L'équipage affirma avoir cessé de souffrir du scorbut depuis qu'il prenait ses bonbons, et Pharma se réjouit de son utilité. Après leur inspection, Alain, toujours effrayé par la possibilité d'une épidémie de peste noire, exhorta tout le monde à la vigilance. Adam, le gouverneur par intérim, arriva alors pour signaler la mort de plusieurs personnes du village d'Estac, présentant des symptômes de forte fièvre. Le village était situé à l'ouest de leur position et certains marins, ayant échappé à l'inspection, s'y seraient rendus illégalement. Il rapporta que l'épidémie se propageait rapidement, si bien que Pharma se prépara à s'y rendre, au grand déplaisir d'Alain, mais il lui fit comprendre la gravité de la situation. Alain essaya de l'arrêter, mais il l'encouragea plutôt à se rendre utile au lieu de se lamenter, disposant qu'elle était de personnel et d'outils adéquats. Il brandit alors sa baguette magique et s'envola précipitamment. En vol, perdu dans ses pensées, il entra en collision avec un oiseau, chutant brutalement, mais réussissant à se maintenir en l'air avant l'impact. Se dirigeant vers un grand arbre, il ferma les yeux de peur et, grâce au pouvoir de sa baguette, le traversa sans encombre. Arrivé au village, il trouva des villageois sur le point de partir et leur demanda de rester. Ils lui répondirent bien sûr de s'en aller, ne souhaitant pas mourir. Pris de panique, ils le qualifièrent d'esprit maléfique les ayant maudits depuis son apparition soudaine. Alors qu'ils le menaçaient avec leurs armes, il utilisa sa baguette pour créer une coupole de glace autour du village, les laissant bouche bée. Il expliqua alors qu'il comptait les sauver. En tant que pharmacien royal, et lorsqu'ils virent son insigne, ils se calmèrent et lui demandèrent de les sauver. Une fois à l'intérieur, il expliqua que le village serait divisé en 3 zones, pour les gravement infectés, les légèrement infectés et les non infectés. Les hommes crurent qu'il projetait de brûler les infectés, mais il dit que c'était simplement une méthode pour donner la priorité aux personnes les plus importantes. De retour au port, la marine remarqua un navire étrange approchant et constata rapidement qu'il s'agissait probablement du navire ayant échappé au contrôle. Ils arboraient des drapeaux demandant de l'aide, ce qui signifiait qu'ils étaient infectés, et même en s'approchant, l'éclaireur rapporta que tout l'équipage était déjà mort. Monsieur Jean pensa alors qu'il serait imprudent de s'embêter à fouiller le navire, alors il leur fit préparer le naufrage du navire et de ses éléments contaminés. Alors qu'ils préparaient leurs canons, le vieux Jean se souvint comment Pharma avait voulu sauver tout le monde, mais qu'ils avaient dû ignorer le contrôle. Il fit une prière pour eux.
Après quoi ils ont tiré et ont tous atteint leur cible, contrairement à vous. Dans une institution, certains hommes se sont plaints du manque de personnel pour les aider dans leur travail, mais lorsqu'une femme s'est portée volontaire, ils l'ont regardée et ont décliné son offre. Il s'est avéré qu'elle était connue sous le nom de professeur Moisy et qu'elle allait bientôt prendre sa retraite, il n'était donc pas nécessaire de la faire participer. Dans son bureau, son assistante la surnommait Casper, mais elle l'a immédiatement corrigée, ajoutant qu'elle était non seulement une vieille dame, mais que sa spécialité, les moisissures et les micro-organismes, n'avait plus aucune importance pour la médecine moderne. Alors qu'elle s'avouait inutile, quelqu'un est venu la convoquer au bureau du président. Pendant ce temps à Estac, Pharma est entré dans le premier bâtiment d'isolement, mais lorsqu'il a ouvert la porte, les hommes lui ont demandé ce qu'un enfant faisait là. Cependant, un autre homme a mis fin à leur hostilité. Tout en révélant à Pharma qu'il avait été avec Salomon il y a quelque temps, confirmant ainsi que Pharma était Panique Théos. Une fois la hiérarchie établie, ils rapportèrent leur incapacité à identifier les infectés. Pharma leur ordonna alors d'administrer des médicaments à tous les présents pendant qu'il examinait les patients un par un. Il utilisa ensuite son regard perçant pour diagnostiquer chacun et constata que le traitement était possible lorsque la lumière s'estompait. Il annonça à un homme, soulagé, qu'il n'avait qu'un simple rhume et qu'il pouvait quitter le centre d'isolement. Il utilisa même son bâton pour accélérer la guérison, mais il devint évident qu'il ne pouvait gérer la situation seul, même avec le cargo contaminé se dirigeant vers la capitale. Après l'administration des médicaments, ils demandèrent à Pharma la prochaine étape, et il leur conseilla d'évacuer et d'intercepter le cargo contaminé en direction de la capitale. Au port, Hélène et son équipe venaient de terminer leur ronde d'inspection, mais elle a tout de même mis en garde sa subordonnée contre la complaisance. Hélène trouvait que Pharma gérait la situation mieux et souhaitait apprendre davantage de lui, ajoutant qu'elle n'avait pas ses pouvoirs exceptionnels. Elle s'est rapidement tue, mais son assistante a rétorqué que, bien que Pharma soit plus précis, elle inspectait les cargaisons plus rapidement que lui. En entendant cela, elle a remercié Dieu de ne pas être encore une autre personne cantonnée à un rôle de sécurité. De retour à l'Institut, le président, qui était Bruno, a questionné Casper sur ses recherches, mais elle l'a interrompu, pensant qu'il voulait annuler le financement de ses travaux. Elle l'a remercié de sa patience et s'est résignée à un départ contraint à la retraite, mais Bruno l'a interrompu. Il a dit qu'il ne la renvoyait pas et qu'il lui confiait en fait une mission importante. Elle a paniqué en apprenant qu'elle pourrait potentiellement sauver le monde. Mais Bruno lui tendit calmement une note l'instruisant d'extraire une substance médicinale d'un micro-organisme. Lorsqu'elle demanda quel génie avait écrit la note, Bruno répondit que c'était confidentiel et se contenta de lui demander si elle pouvait accomplir cette tâche. Heureusement, elle révéla qu'elle cultivait déjà l'un de ces organismes dans son laboratoire depuis des années, et lui montra même l'échantillon qu'elle considérait comme inutile, comme elle-même. Il annonça alors que toutes les ressources seraient consacrées à la production d'un nouveau médicament, sous sa direction, et elle promit de faire de son mieux. De retour aux EDAC, Pharma expliqua au maire qu'il ne pouvait pas sauver certains patients gravement malades, mais le maire remercia quand même Pharma d'avoir limité le nombre de victimes. Pharma ajouta que pour plus de sécurité, il aurait besoin de la coopération des villageois. Il devait donc rester en quarantaine, à l'intérieur du mur de glace, pendant 2 semaines. Avant de partir, il leur demanda de ne toucher aucun animal, quelles que soient les circonstances. Il se sépara également du prêtre et vola sur sa baguette. Il n'avait pas volé loin avant de remarquer un feu au loin, alors il descendit pour trouver les prêtres qu'il avait envoyés en éclaireur brûlant une charrette. Les marchands, initialement réticents à coopérer, furent convaincus par ces avertissements sur l'arrivée imminente de la peste noire, et avouèrent finalement qu'ils avaient 4 charrettes, dont une chargée d'écureuils. Ils confirmèrent que les écureuils provenaient de l'île dévastée par l'épidémie, confirmant ainsi la responsabilité de ces individus dans la propagation de la maladie. Ils avouèrent également avoir avec eux 24 travailleurs et 5 chevaliers, ce qui était assez suspect, et les prêtres demandèrent pourquoi ils étaient accompagnés de nobles. Avec ces informations, Pharma conclut que les chevaliers avaient sciemment introduit l'épidémie dans l'Empire. Il se rappela également que l'infection de l'impératrice était soupçonnée d'être intentionnelle, ce qui laissait supposer l'existence d'un cerveau derrière cette affaire. Les marchands peu scrupuleux commencèrent, exigeant d'être traités comme si c'était leur droit. Le prêtre voulait les faire griller, mais Pharma dit qu'il les soignerait indépendamment de leurs péchés. Pendant ce temps, Bruno rapporta la nouvelle de l'épidémie à l'impératrice et dit que l'équipage rebelle se dirigeait probablement vers la capitale, et arriverait dans un jour ou 2. Elle ordonna alors au ministre de renforcer la sécurité aux portes alors qu'elle pouvait simplement arrêter le péage. Le lendemain, Lo vendit le masque à tous les marchands qu'elle put trouver et les fit acheter en utilisant ses charmes. Pendant ce temps,
Pierre reçut de nouveaux échantillons de la porte qu'il devait inspecter, et l'un d'eux présentait la trace de la peste noire. À ce moment-là, une attaque éclata devant la porte, si bien qu'ils la firent fermer immédiatement. Cependant, les chevaliers sacrés détruisirent la porte et commencèrent à attaquer les gardes. Malgré le danger, Pierre se hâta de s'assurer que les doses sous la tente étaient en sécurité. Une fois sur place, Pierre observa les chevaliers sacrés apporter une cage remplie de écureuils blancs qu'il lâcha dans la capitale. Il alla jusqu'à les déplacer avec ses pouvoirs de vent. En voyant les écureuils, Pierre comprit le signal, et fit immédiatement sonner l'alarme par les gardes pour annoncer l'arrivée de problèmes. Au son de la cloche, quelqu'un rapporta à la salle royale que des chevaliers sacrés des Pays-Bas avaient envahi la ville. Elle demanda combien, et lorsqu'il répondit 5, elle s'assit en demandant pourquoi ils n'avaient pas été appréhendés. Bruno suggéra alors qu'ils étaient peut-être venus infecter la capitale. L'impératrice s'interrogea sur les raisons pour lesquelles les Pays-Bas ruineraient leur alliance de longue date pour attaquer avec seulement 5 chevaliers, ajoutant que leurs dirigeants venaient de mourir, donc il ne pouvait s'agir d'une action nationale. Bruno fit valoir qu'il devait s'agir de quelqu'un possédant des connaissances particulières en médecine, et suggéra même que cela pourrait être l'œuvre d'un brillant pharmacien qu'ils avaient autrefois expulsé du royaume en raison de ses expériences humaines hérétiques. Il devait être capturé par les inquisiteurs et, comme un simple mortel après avoir scellé ses pouvoirs divins. Bruno ajouta que Camus, avant son arrestation, expérimentait des poisons transmissibles. Il révéla le nom de Camus à l'impératrice tout en se maudissant de ne pas l'avoir tué, connaissant ses mauvaises intentions. Entre-temps, les chevaliers sacrés s'étaient retranchés derrière un mur de glace pour éviter les attaques de feu avant de chercher une ouverture pour surprendre les gardes. Avant qu'ils ne puissent s'échapper, Salomon apparut pour neutraliser les chevaliers sacrés déchaînés. Il utilisa ensuite son autorité divine pour les dépouiller de leur pouvoir divin, les jugeant indignes. Parallèlement, Lo était terrifié mais voulait aider. Mais Cédric la rassura. Pharma arriva bientôt et sa première action fut de se poster au beffroi pour vérifier l'étendue de l'infection grâce à son œil divin. Il vit aussi les écureuils blancs voler tranquillement pour propager la maladie et alors qu'il s'en allait, il rencontra Bruno. Ils se dirigèrent ensemble vers le lieu où un chevalier retenu était interrogé. Ils déclarèrent ignorer tout de la peste noire et avoir simplement obéi aux ordres, car Camus tenait leur population en otage, prêt à tuer des milliers de personnes en un instant. Ils affirmèrent hardiment qu'il était possédé par un esprit maléfique et, à l'arrivée de Bruno, ils abandonnèrent leurs accusations. Pendant qu'ils brûlaient les corps, Pharma songeait à produire davantage de médicaments lorsqu'il remarqua une silhouette inquiétante se cachant sur le toit de sa pharmacie. Pendant ce temps, Lo se rendit à la pharmacie, l'alarme ayant cessé de sonner, mais à son arrivée, les alarmes se déclenchèrent à nouveau. Alors que Cédric la laissait entrer, il remarqua que les portes n'étaient pas verrouillées. Cependant, Lo était déjà montée à l'étage. Là, elle remarqua quelque chose d'étrange et regarda autour d'elle, avant de sursauter à l'arrivée de Cédric. Elle poussa un soupir de soulagement, soupir prématuré car Camus poignarda Cédric avant. S'approchant d'elle, Pharma et Bruno se sont alors précipités sur les lieux pour trouver Lo et Cédric saignant à mort. Immédiatement, Bruno a attaqué pour détourner son attention, mais sa magie de glace n'a rien fait tandis que Camus révélait son visage hideux. Alors qu'il commençait à se battre, Pharma ne pouvait identifier le poison utilisé par Camus, il a donc commencé à faire des suppositions car il n'y avait pas de temps à perdre. Bruno avait tous ses sorts bloqués et Camus a finalement attaqué avec ses pouvoirs maléfiques. Pharma a finalement réalisé qu'il s'agissait d'aconite, mais il a ensuite compris qu'il s'agissait d'un mélange de poisons. Au moment où il a identifié le second poison, Bruno était en très mauvaise posture. Il a ensuite pris un bocal de produits chimiques dangereux et a commencé un discours sur le fait que seuls les humains forts devaient survivre. Il s'apprêtait à tester le produit chimique, mais Pharma l'a éliminé. À ce moment-là, il était visiblement furieux et a asséné un coup fulgurant et paralysant à Camus. Voyant ses pouvoirs, il voulut que Pharma le rejoigne pour commettre un acte de grande violence contre l'humanité, mais Pharma refusa et lui asséna un puissant coup de poing. Le projetant loin, il le suivit d'un autre coup qui le laissa incapable de bouger. Avant d'utiliser sa baguette pour purifier l'esprit maléfique en lui, manifesté par une lumière arc-en-ciel dans le ciel. Lorsque Salomon vit cette lumière, il comprit qu'elle signait la purification de la maladie qui affectait l'air et la terre. Entre-temps, Lo et Cédric reprirent connaissance et elle alla l'embrasser par derrière. Après la bataille, ils soignèrent les quelques personnes infectées tandis qu'Hélène parvenait à empêcher une épidémie au port. Il fit même distribuer le médicament à tous, par précaution, mais Véron refusa celui que lui tendait Pierre, pour le donner secrètement à sa femme, car il était un homme orgueilleux et égoïste. 2 mois plus tard, l'impératrice déclara officiellement la fin de la peste noire.
Pandémie, ce qui signifiait que la pharmacie du monde parallèle pouvait rouvrir. Ses premiers clients furent le vieux Jean et l'évêque Salomon, ainsi que plusieurs autres personnes. Si vous avez suivi jusqu'ici, embrouillons les faux fans en commentant RIP Pharma. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.